Je t'entendais tantôt sur le rapport qui a été déposé en France sur l'infiltration des frères musulmans dans la société française. Ouais. Il y a quelques années de ça, je parlais avec un ami qui est animateur de radio, mais pas ici, une autre radio, et il me disait, Richard, oui, il y a des gens qui sont extrémistes musulmans, puis qui essaient eux autres de faire du prosélytisme, puis tout ça. Mais il n'y a pas de plan concerté. C'est pas une affaire avec une gang qui se sont rassemblés, puis ont un plan, puis de prendre davantage d'espace, puis tout ça. Il dit ça, tu tombes dans la théorie du complot et tu tombes dans la paranoïa. Qu'est-ce que dit le rapport? Exactement. C'est un plan concertés. Ils s'en vont dans des quartiers à majorité musulmane. Ils investissent les mosquées. Ils investissent les écoles. Ils investissent les garderies. Les mairies. Les mairies. Ils ouvrent des boutiques où ils vendent des voiles pour les enfants. Puis là, ils tentent de radicaliser les gens qui sont là. Ils commencent à dire aux femmes de se voiler. Ils commencent à écœurer les femmes qui se promènent, qui sont pas voilées. Et tout ça. Victimisation et islamophobie. Tu sais, Amira El-Gawabi, là, ça, c'est une idiote utile qu'on a au Canada pour toujours parler d'islamophobie. Et pour qu'on terminant rapidement, je suis en train de lire depuis hier, là, je suis en train de lire Original Sin sur comment les démocrates ont caché la maladie de Joe Biden, du fait qu'il était sénile. C'est hallucinant. Ah oui, hein? C'est hallucinant. Et son cancer de la prostate, là, c'est le président des États-Unis, tu vas me dire qu'il n'y a pas eu de médecin qui l'a examiné. Personne n'a vérifié son PSA. Vraiment. Il y a les meilleurs médecins au monde autour de lui. Il y a une armée de médecins, puis ils viennent de découvrir ça. Bon, ça fait du bruit en France, mais je pense qu'il y a des leçons à retenir du rapport qui vient d'être déposé. 73 pages, les frères musulmans et islamisme politique en France. Ça a été remis au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et je pense que ce document-là doit être consulté par les gouvernements en Occident. Vous allez voir pourquoi tantôt. Ça inclut le Canada et le Québec. Avec nous, Charlotte Dornelas, qui est rédactrice en chef du service Société au Journal du Dimanche et chroniqueur de CNews. Charlotte, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, ce rapport-là, est-ce qu'il y a, je lis un peu partout là que c'est un rapport choc. Est-ce que c'est le cas là, en France? C'est une bonne question parce que, en effet, vous savez, il y a quelqu'un qui accole un adjectif et puis tout le monde le répète. En l'occurrence, c'est un rapport choc apparemment pour le président de la République, puisqu'il a aujourd'hui expliqué que devant la gravité des faits qui sont révélés par le rapport, il demande au gouvernement de prendre des mesures, de lui proposer des mesures au mois de juin. Simplement, il y a beaucoup de gens qui ont lu ce rapport et qui se sont rendus compte que beaucoup d'universitaires, de chercheurs, d'historiens s'étaient déjà penchés sur la chose et avaient déjà décrit en réalité le phénomène voulu et puis cette conquête mise en place par les frères musulmans. Et d'ailleurs, le rapport lui-même acte le fait que cette conquête a commencé il y a 70 ans en France. Donc quand je vous dis il y a une guerre, finalement, on va dire une course contre la montre de qui assimilera le plus vite, on a d'un côté la France qui a renoncé à assimiler parce qu'elle considère que c'est une violence envers les personnes qui arrivent. Donc elle se dit, ils peuvent rester dans une certaine mesure comme ils sont, cultiver leur culture d'origine, etc. Donc la France refuse d'assimiler et les frères musulmans, eux, veulent assimiler. C'est une stratégie absolument assumée. Ils veulent assimiler simplement à une contre-société qui n'est qu'islamique. En revanche, le rapport, par exemple, précise que à l'échelon européen, l'Union européenne finance et subventionne très largement toutes les associations qui sont répertoriées comme proches ou émanations directes des frères musulmans. Donc si Emmanuel Macron veut pas s'attaquer directement au financement étranger de pays qui, par ailleurs, sur les investissements desquels il compte, il peut peut-être commencer par faire le bras de fer avec l'Union européenne, puisque c'est le champion de l'Union européenne qui nous explique qu'il en est le maître, le défenseur absolu. Peut-être commencer par là, parce que là, non seulement on finance notre propre perte, mais en plus avec l'argent des Français qui ne cessent de répéter qu'ils n'en peuvent plus de subir ces conséquences. Et avant qu'on se quitte, Charlotte Dornelas, l'insécurité des Françaises, des femmes, je lisais aussi un lien avec le rapport, l'utilisation du voile et aussi l'insécurité qu'on impose aux femmes non voilées. Ça devient, il y a une instrumentalisation là des droits des femmes.
Oui, alors absolument. Il y a, alors là, et ça c'est pareil, c'est comment dire, c'est documenté depuis des années. Simplement, dans les premiers temps, ceux qui disaient ça étaient d'extrême droite. Ensuite, ils étaient complotistes. Ensuite, ils surfaient sur les peurs. Enfin, on trouve toujours une excuse pour ne pas voir les témoignages qui existent depuis malheureusement de longues années. Et en effet, il y a certains quartiers dans lesquels des jeunes filles elles-mêmes expliquaient que si elles se voilaient pour se rendre à l'école, pour sortir de chez elles, pour aller faire leurs courses, c'était pour pas avoir d'ennui. Donc parce que en effet, la femme voilée correspond aux critères qu'on attend d'elle dans le quartier, et puis la femme qui se dévoile est considérée, et d'ailleurs l'insulte est très révélatrice, elle est traitée en général de sale française quand ça n'est pas de sale pute qui, dans la tête de certains de ces jeunes, est à peu près la même chose. Donc ça, c'est des témoignages qu'on a depuis longtemps. Joseph, j'ai commencé à lire hier Original Sin, le livre de 2 journalistes américains sur les tentatives de la part du Parti démocrate de cacher l'état de santé de Joe Biden. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux. J'étais profondément choqué en lisant ça. Pour moi, c'est le plus gros scandale politique américain depuis Watergate. OK. Richard, contrairement à toi, je n'ai pas encore commencé à lire Original Sin. Je suis dans L'heure des prédateurs de Giuliano da Empoli. Extraordinaire, extraordinaire. Bon, mais d'après ce qu'on me dit, le livre de Tapper recueille des témoignages de démocrates et de proches de Biden. Là, on peut plus dire que c'est du commérage de républicains ou de vilains blogueurs de droite. Richard, écoute bien. Qu'est-ce que c'est un complot? Je te propose ma définition. Un complot, c'est un projet dissimulé, secret, concentré, concerté entre plusieurs personnes pour qu'elles puissent obtenir un gain ou pour qu'elles puissent nuire à quelqu'un d'autre. Ben, excuse-moi, là, c'est exactement à ça qu'on a affaire ici. Hier, il a reçu tous ses hommages, et ce matin sort le bouquin, l'enquête menée par 2 journalistes qui ont rencontré 200 proches de Biden et qui explique que, en fait, il a commencé à avoir des lacunes, des absences, il y a 10 ans. 10 ans, en 2015. Qu'en 2020, il a réussi à se faire élire parce qu'il a mené une campagne grâce au Covid entièrement à la maison. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu à affronter les médias en furie. Toutes les interviews étaient soigneusement balisées, préparées avec des médias training. Et puis ensuite, quand il exerçait le pouvoir, il était vraiment lui-même entre 10h le matin et 16h. Alors, pourquoi tout ça? Et qui gouvernait? Oui. Et comment ça se fait qu'il y a eu cette lâcheté de la presse? Comment ça se fait que l'État profond ait laissé faire? Comment ça se fait que le Parti républicain, qui a peine temps à restaurer sa crédibilité auprès des Américains, comment ça se fait que les hiérarques du parti aient dissimulé ce fait qui était évident? Parce que Trump, en fait, tout était fait pour ne pas que Trump puisse accéder au pouvoir. Bah oui, non, dans ces cas-là, il fallait préparer quelqu'un. Tout était fait par qui? Qui exerce par l'espace médiatique. Non, oui, l'espace médiatique et l'espace financier. À la Maison-Blanche, il y avait la bande des 4. Gilles, l'épouse, le conseiller de la femme du président et 2 anciens assistants de Biden qu'il connaissait depuis 40 ans. Ça, ce sont eux qui ont protégé le président. Tu veux revenir sur cette intervention de M. Carney, conjointement avec d'autres chefs de gouvernement là, de la France, du Royaume-Uni, pour décrier la situation humanitaire à Gaza? Et ce qui se passe à Gaza est assez, on le dit toujours, catastrophique, mais là, on atteint un point de presque non-retour. Hier, on a entendu Tom Fletcher, qui est aujourd'hui devenu le chef des affaires humanitaires de l'ONU, dire que dans les 48 heures, s'il n'y a pas d'intervention, pas moins de 14 000 bébés pourraient mourir. 14 000 bébés au courant des 48 prochaines heures. On parle de 2 millions de personnes qui pourraient, qui vivent dans la famine, parce que, évidemment, depuis le 2 mars dernier, il y a un blocus total de l'aide humanitaire imposé par Israël.